Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir un architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence de la main. Mais qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, c'est assez simple. On va découvrir l'univers des artisans d'art. Émailleuse de métal à Limoges, Lise Rattoni va nous faire découvrir ce métier d'art ancestral et quelque peu confidentiel. Véritable passionnée, elle cherche à s'affranchir des traditions pour faire vivre et évoluer ce savoir-faire millénaire. Laissez-vous bercer par la douce voix de cet artiste de feu et découvrez comment, avec du travail, de la détermination et de la rigueur, on peut vivre de sa passion et se sentir vraiment vivant. Et ça, c'est elle qui le dit. Pour m'aider à vous présenter, Lise, dites-nous qui vous êtes. Ah, oui. Alors, je suis Lise Rattoni, je suis artisane d'art, plus précisément émailleuse d'art sur métal, qui est un très vieux métier à Limoges, un savoir-faire un peu emblématique depuis le Moyen-Âge. Et donc, moi, j'ai baigné dedans depuis toute petite, parce que je suis fille d'émailleur sur métal aussi. Je suis installée depuis un petit moment, depuis 2007, avec une idée de faire évoluer mon métier dans des perspectives plus actuelles. Et je me suis engagée aussi à défendre et à le préserver. Donc, au-delà de ma production, de ma créativité personnelle, j'essaye de mener des actions pour l'ensemble de la profession. Je me suis investie dans le syndicat professionnel des émailleurs français que j'ai repris en 2016. Et voilà, pour mener ce chemin autour de ce savoir-faire et pour le préserver. D'accord. Et donc, quand vous dites, Lise, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, ça veut dire quoi exactement ? J'ai baigné dans cet univers, dans l'univers d'atelier, notamment d'émailleurs, avec des odeurs, des ambiances, d'aider mon père aussi. Donc votre père était émailleur ? Mon père était émailleur également, et donc je ne pensais pas faire ce métier. Moi, j'ai toujours été sensible à l'art, donc j'ai des parcours divers. J'ai exploré la photographie, la peinture, la sculpture, le théâtre, la musique, déjà depuis toute petite. Et je pensais pas m'orienter dans ce métier, mais en fait, mon père a su inculquer un amour et une envie d'explorer, de continuer à faire vivre ce métier d'une autre manière, parce qu'il était aussi dans cette recherche de le faire évoluer. Et donc, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai changé un peu les orientations, et puis je me suis lancée dans ce métier avec une autre vision, et donc une autre passion que mon père avait, enfin une image différente. Et donc voilà, je me suis retrouvée à repartir sur ce chemin d'émailleur, d'être artisan. Et puis mon père nous a inculqué aussi la valeur du savoir-faire, du travail manuel, du respect de l'artisanat aussi. Et ces valeurs-là, oui, elles sont très importantes pour moi. Mais au-delà de l'art, au-delà d'un métier d'art, c'est aussi des valeurs autour de l'humain, des connaissances, autour de ces métiers, de valoriser l'humain derrière le geste, parce qu'il n'y a pas que il y a l'intellect, mais il y a l'intelligence de la main aussi. Et moi, depuis toute petite, je crois, j'ai toujours apprécié ou défendu que chaque individu est différent et on est apte à développer des capacités, et on n'est pas tous obligés d'avoir cette capacité intellectuelle à travailler dans des réseaux dans le côté administratif, voilà, donc le côté manuel. Et vous parlez de l'intelligence de la main. En décrivant l'intelligence de la main, qu'est-ce que vous pourriez décrire comme pièce
de ce que vous faites? Ouais. Ce que je fais comme production, alors moi je suis plutôt une artiste. J'ai une démarche entre l'artiste et l'artisan, c'est-à-dire que le travail de la matière et la technique est importante aussi dans ma démarche artistique. Donc je produis des pièces, des tableaux. Je travaille beaucoup en collaboration avec d'autres créateurs, des designers. Je suis beaucoup dans la recherche technique, d'évolution technique, donc tout l'acquis traditionnel, classique, m'intéresse, mais m'intéresse dans le sens où je peux le faire évoluer. Donc l'art Vous voulez dire avec des nouvelles matières, avec nouveaux matériaux, ouais, c'est ça? de tester des mélanges qui n'auraient pas été faits, d'oser aussi franchir la limite de ce qu'on nous a appris traditionnellement. C'est ça qui me motive en tout cas dans mon travail. Et donc, je passe mon temps à essayer de faire évoluer ma pratique, du geste aussi. Pour expliquer, l'art de l'émaillage sur métal, c'est un art du feu. Un art du feu, ça implique qu'il y a une transformation de la matière par le feu. Et donc, on applique du cristal, un verre cristallin, sur des métaux précieux. Et donc, c'est des couches successives, c'est des cuissons successives. Et il y a toujours une part de magie aussi quand on cuit, parce qu'on sait à peu près comment ça va sortir, mais il y a un côté un peu aléatoire aussi du feu qui va faire qu'on va être surpris, étonné à chaque sortie du four. Donc moi, ça me correspond. J'aurais pas pensé, même petite, quand je voyais mon père pratiquer. Alors, il pratiquait des choses très traditionnelles, malgré qu'il était aussi de temps en temps dans une démarche artistique et voilà, d'essayer de sortir de ses acquis. Mais voilà, c'est un métier qui me correspond parce qu'il y a toujours de la nouveauté. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de figé. Donc dans mes productions, je pense que ça se ressent. Je supporte pas à rester sur la même chose. Il faut toujours qu'elle apporte de la nouveauté, quoi. Vous faites des pièces uniques? C'est que de la pièce unique dans le sens où le savoir-faire amène à ça. Tout est fait à la main. Après, ça m'arrive de répondre à des commandes en série, mais l'émaillage sur métal ne s'est jamais industrialisé, en fait. Donc, on est toujours dans ce côté pièce unique. Et donc, dans mes productions, j'aime aussi avoir de la pièce unique. Une pièce qui peut prendre du temps, mais elle sera là et je la referai pas deux fois, en fait. Et donc, Lise, dans votre conception, parce que vous en parlez avec les yeux qui pétillent, et donc je me dis, quand on voit une pièce qui sort, combien de temps vous mettez pour sortir cette pièce? Mais avant de passer vraiment à l'acte de fabrication, comment vous travaillez en fait l'éveil de cette pièce avant déjà de vous mettre en production? Il y a toujours une intention dans la tête qui doit être nourrie par des références, des inspirations. Et puis il y a l'expérience aussi, parce que on n'imagine pas de faire une pièce comme ça sans intérêt par rapport à son cheminement. Il y a tout un parcours qui a été nourri par des références, des inspirations. Et donc chaque pièce reflète un petit peu le parcours de l'individu au final. Enfin, moi je le vois comme ça, mais avec toujours la même intention, idée de faire évoluer cet univers. Et donc au départ, il y a toujours donc cette pensée qui doit être nourrie donc par les lectures, par les observations. Il y a le dessin aussi, le dessin ou le photomontage ou voilà des maquettes. Et avant de passer à l'acte de la production, il y a aussi eu toute une phase d'expérimentation dans l'atelier pour voir si techniquement ça fonctionne. Et une fois que l'idée est installée, la piste imaginée, ça se met en place dans l'atelier avec tout un processus, un mode opératoire. Du coup, travailler le métal, le mettre en forme, commencer à mettre les couleurs, mais ça se construit petit à petit. Il y a certaines pièces, il y a des pièces que je prévois pour des expositions qui prennent beaucoup de temps. Elle va pas se faire en une semaine. Je la commence
je l'arrête, je la mets de côté et puis je la reprends parce qu'elle doit être nourrie constamment. En tout cas sur ces pièces d'exposition, en fait, très personnelles. Mais j'ai une autre démarche quand je travaille ou quand je collabore avec des créateurs qui recherchent ma technique, en fait, mon expérience, mes compétences. C'est pareil, il y a quand même une recherche, des propositions, voilà, techniques, matières, que je leur propose. Il y a une vraie collaboration qui s'installe et puis il y a toute une phase de recherche derrière aussi, jusqu'à ce que ça se construise derrière, en fait, qu'il y ait quelque chose qui émerge de cette collaboration. Et voilà, donc ça évolue, voilà, toujours dans une réflexion. Et du coup, on va entendre le chien, donc vous inquiétez pas, c'est normal, il fait partie de la vie de cette maison. Quand vous parlez justement des expositions sur lesquelles vous mettez vos propres œuvres, vos propres créations, et puis vous travaillez pour des gens qui vous font des commandes, est-ce qu'il y a des expériences, Lise, sur des moments où vous vous êtes associée à des difficultés pour être dans la performance ? Oui. Il y a toujours des difficultés, hein. Rien n'est acquis déjà dans le métier, parce qu'il y a toujours des défis à apporter. Le problème que j'ai, c'est que j'ai trois types de clients, en fait. Je vais avoir les galeries, je vais avoir les professionnels, voilà, que ce soit designers, décorateurs, et la partie particulier de vente directe. Donc c'est très difficile pour moi actuellement, d'ailleurs il faudra que je fasse des choix, mais voilà, j'ai plusieurs profils et plusieurs manières de travailler. Donc parce qu'un particulier, quand il commande une pièce, en général, vous livrez cette pièce sous combien de temps ? Tout dépend de la pièce, en fait. Ça dépend si c'est une grosse pièce, ça peut prendre du temps. Donc moi j'ai des clients qui vont me demander, je veux cet univers-là, je leur propose une maquette, on réfléchit ensemble aux couleurs. Et après, ça se fait dans une relation, ça se construit petit à petit. Donc ça peut être 2 mois, 3 mois, parfois le délai, en fonction de la taille de la pièce. Et après, il y a le petit objet, une demande de petite pièce qui va se faire en 1 semaine. Donc c'est très... Et vous avez des montants les tarifs. C'est quoi le panier moyen, en fait, le prix d'achat qu'on peut... Vous faites des pièces qui vont de 10 € à 3 000, vous commencez déjà avec un budget... Le budget minimum, généralement, ça dépend, parce qu'à la boutique, il y a toujours le produit d'appel, le bijou. Donc, ça va aller à, on va dire, le premier prix à 40-50 €. Et sur des pièces un peu plus exceptionnelles ou des pièces de collaboration, ça va jusqu'à 6 000 €. Donc là, vous parlez de vous associer à une difficulté, parce que vous allez devoir faire un choix. Comment vous allez... quels sont les critères pour votre prise de décision que vous allez mettre en place ? Alors, vous avez un peu réfléchi à quels sont les critères ? Oui, je réfléchis, mais il y a toujours... La prise de risque, elle est difficile pour moi parce qu'elle doit être maîtrisée. Et les choix d'orientation dans mon travail va dépendre aussi d'une certaine sécurité, d'une voie précisément. Actuellement, je sais pas. Je sais qu'il faut que je fasse des choix sur ma stratégie d'entreprise, en tout cas, de savoir sur quelle voie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec d'autres professionnels, de faire de la recherche, d'amener mon savoir-faire sur d'autres applications. L'aspect vente directe en galerie boutique, on va dire boutique, je crois aujourd'hui me lasse parce qu'on est dans la répétition, dans quelque chose, une certaine routine qui me correspond moins, mais qui assure une certaine sécurité financière d'un autre côté. Donc, quand on est indépendant, on sait que la prise de risque, elle est quotidienne au final. Mais il faut attendre le bon moment parfois pour prendre la décision. La décision, je vais la faire surtout après ce que je prépare actuellement, parce que je travaille sur un grand événement sur ce savoir-faire à Limoges. C'est un gros projet qui est mené donc, par la structure dans laquelle je me suis engagée bénévolement à tenir la présidence, donc ce syndicat des émailleurs français.
qui m'amène à rencontrer d'autres gens, du coup de m'ouvrir à d'autres perspectives et qui peut-être, je pense, va m'aider à mieux analyser les choix d'avenir de mon côté. Dans le syndicat, vous êtes combien il y a d'émailleurs en France? Alors on a essayé d'évaluer, on l'estime à 250 ou 300 émailleurs en France. Mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore repérés parce que alors on a fait faire une étude sur la filière, de connaître les profils. Donc c'est beaucoup de petites entreprises individuelles. Il y a quelques secteurs dans le luxe qui embauchent, il y a quelques salariés, mais c'est des petites entreprises. Et nous, le syndicat, donc moi je l'ai repris en 2016, on a réussi à refédérer une partie, donc on a 70 adhérents, répartis partout dans la France. Et donc on travaille sur des actions pour essayer d'attirer des nouveaux profils, de montrer que ce n'est pas qu'une profession qui peut attirer que des artistes, ça peut attirer d'autres profils de personnes, des designers, des chefs d'entreprise, de développer ce savoir-faire dans des disciplines comme la bijouterie, l'horlogerie, voilà. Et en gros, grosso modo, pour l'instant, on a identifié 250, 300 entreprises, plus dans une démarche artistique de petites entreprises qui n'embauchent pas encore, qui restent dans une logique individuelle. Logique individuelle. Et cet événement, vous voulez mettre en valeur votre métier, votre savoir-faire. Et l'aboutissement de cet événement, ça serait, c'est quoi? C'est de créer des écoles, c'est vraiment de faire connaître au grand public ce que vous faites et la valeur de votre travail? C'est ça, oui. En fait, depuis 2016, moi, j'ai identifié 4 axes en fait, importants, sachant qu'on est bénévole, donc on n'a pas forcément le temps nécessaire pour activer rapidement ces axes. Donc, le premier axe, c'est au niveau de la sauvegarde du savoir-faire, de la labellisation et de la protection. Donc, on a l'idée de porter une candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On est très actif au niveau de l'Europe sur la défense de la fabrication de la matière première même, parce que on a des difficultés, il y a des interdictions d'utilisation des produits qui, parfois un impact direct sur les savoir-faire, les métiers d'art, il n'y a pas que l'émail. Donc on est sur ce volet-là. Après, sur la formation et la transmission, donc on est très vigilant sur la seule formation déjà qui existe en France à Limoges, un CAP, émailleur. Donc on les aide à faire évoluer ce savoir-faire, en tout cas la transmission et la formation en incluant des nouveaux modules plus actuels, plus en accord avec la demande de marché. On a sensibilisé d'autres centres de formation, notamment les écoles de bijouterie, d'horlogerie, en leur disant retournez à l'émail parce que en fait, ce secteur-là a délaissé cette matière pour aller vers la résine, par exemple, qui imite l'émail. Donc on n'est plus du tout on préserve plus cette pratique, ce qui est dommage, alors que c'est une matière qui est inaltérable, qui dure dans le temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins d'émailleurs qui pouvaient former, qui pouvaient être formateurs. Donc on est dans cette démarche aussi d'identifier les émailleurs qui peuvent former, qui peuvent intégrer le processus de formation, d'intégrer des écoles. Donc on est vraiment très actifs sur cet aspect-là. Ensuite, il y a la recherche et le développement, donc de sensibiliser des structures, ça peut être des associations ou des Fab Labs ou des organismes qui ont déjà des démarches de production sur une matière, de développement numérique, de technologie, à s'intéresser à notre matière pour pouvoir faire travailler par exemple des designers, des artistes contemporains ou des industriels sur des projets spécifiques pour amener le savoir-faire sur d'autres voies, en tout cas faire de la recherche.
Et le quatrième volet, c'est l'événementiel, donc de regagner de la visibilité. Et donc l'événement qu'on est en train de mettre en place, c'est un événement assez ambitieux, mais qui va nous permettre d'accélérer un petit peu tous ces axes. Et l'idée, c'est pas de faire joli dans le paysage, de présenter des artistes, c'est vraiment de rééduquer un petit peu les gens sur ce qu'est les métiers d'art et un savoir-faire, et notamment l'émail, par son histoire. Donc il y a un volet patrimonial, de dire qu'il s'est passé ça à telle époque, qui correspond à une histoire, comment il a évolué, pourquoi on faisait ça à cette époque. Il y a le volet économique avec les émailleurs actuels, avec un panel de techniques très différentes, des approches différentes. Artisans, artistes, designers, on va essayer de montrer ça en mettant en place des ateliers pour faire de l'initiation, de la démonstration, pour que les gens se rendent compte de la pratique et aussi permettre aux professionnels de se rencontrer et de partager aussi leur savoir, ce qui est important, moi je trouve important. Donc ce lieu de rencontre public, grand public professionnel. Il y a un aspect international en montrant ce qui se fait à l'étranger aussi, avec une autre formation, d'autres apprentissages, d'autres manières d'appréhender la matière. Il y a des volets pédagogiques, techniques, c'est vraiment il y a une douzaine d'expositions qui vont être proposées pour permettre aux gens d'être sensibilisés donc sur le métier, mais ça va, moi en tout cas, l'idée c'est d'aller au-delà de ça, c'est que, notamment on revient sur ces métiers manuels, c'est qu'ils ont une histoire, ils évoluent, ils restent, ils sont là depuis toujours, et c'est des connaissances scientifiques, c'est des connaissances physiques, c'est des connaissances historiques, et moi, c'est ce que je défends, en fait, c'est ce qui donne de la valeur dans ce que je fais, en tout cas de l'estime. J'estime mon métier comme ça, en lui donnant la valeur de sa richesse, en fait, entre le passé, le présent et le futur. Et vous vous considérez comme une femme d'engagement, de transmission ? Ouais. C'est ça qui pourrait animer le fait que vous avez envie de créer cet événement qui amène en fait tout ce panel de transmission, d'engagement. Qu'est-ce qui vous anime en fait dans cette dans ça? Dans ça, oui, c'est donner un sens déjà à ce que je fais, mais le sens il est donné aussi en donnant son engagement aux autres aussi. En fait, moi, je me suis engagée parce que je ne supportais pas l'idée que le métier que j'avais choisi pouvait disparaître ou péricliter. Et je suis pas du tout du genre à dire oui, il faudrait faire ci, faire ça, ça serait mieux de faire comme ça, comme ci, et de pas être dans l'action en fait. Et ouais, moi je pense que de nature, j'aime l'engagement, j'aime le défi, j'aime porter des choses qui ont du sens. Et si ça peut m'apporter à moi personnellement, même pour mon métier, et si je peux aussi donner du sens aux autres et de donner mon énergie à ce qu'on puisse tous en bénéficier, ça m'apporte beaucoup. Oui, je pense. Ça vous anime. Lise, on peut revenir sur votre parcours scolaire parce qu'on parle effectivement de ce CAP à Limoges. Oui. Vous avez dit au début de l'interview que vous étiez plutôt tombée dedans quand vous étiez petite. Quel est votre parcours scolaire ? Alors, il est très simple. Après le collège, j'ai choisi d'aller dans une école d'art appliqué. Donc, il y en a très peu en France. Là, je suis partie en Creuse, à la Souterraine, où il y a l'école Raymond Lévy, où là, c'est une formation orientée plutôt sur le design, sur la communication visuelle, la conception d'espace. Donc, là, j'ai abordé des aspects très fonctionnels autour de la création. Donc, j'ai passé mon lycée là-bas. Après, je suis passée à la faculté dans le domaine de la culture, de l'événementiel. C'était les métiers de la culture, ça m'intéressait, mais j'avais besoin de retourner dans la pratique, dans la matière. Donc, j'ai intégré une école des Beaux-Arts à Poitiers, qui était plutôt spécialisée dans l'image parce que la photographie m'intéressait beaucoup. J'ai eu un diplôme national d'art plastique
en passant par cette école, où là j'ai pu apprendre toutes les pratiques du numérique aussi, de la photographie, du dessin, de la sculpture. Voilà, c'est des choses qui m'aident, que j'utilise, des connaissances que j'utilise d'ailleurs aujourd'hui dans mon métier. Et après cette école, j'ai senti que j'avais envie d'explorer avec une autre vision ce métier que je connaissais depuis toute petite, dont j'avais une image très classique, très désuète. Et au final, en fait, ce n'est qu'une matière qu'on peut faire évoluer avec une autre image. Et je me suis dit que c'était possible avec ce vieux savoir-faire. Et donc, je me suis formée, je suis allée faire le CAP émailleur d'art à Limoges, le seul CAP qui existe sur ce métier. Après, je me suis formée pour monter mon entreprise, voilà, tout simplement. J'ai pas eu un grand parcours d'études, mais tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a enseigné et tout ce que j'ai acquis dans ces écoles me servent aujourd'hui dans mon métier. Et si demain on rencontre un jeune ou une jeune pour l'orienter vers votre métier, quels seraient les critères? En tout cas, comment vous aimeriez lui parler à cette personne? Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de venir faire un CAP à Limoges? Puisque pour l'instant, c'est le seul endroit. Ouais. Ou en tout cas, venir chez vous, travailler la matière, découvrir ce que vous faites. Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dis déjà, il faut être passionné, il faut se dire que ce sont des métiers où il y a une implication totale, voilà, de sa personne, sans objectif de se dire que... le moteur, ça ne doit pas être l'argent, en fait, dans un premier temps. C'est surtout se dire que... Mais ça, pour moi, quand on part sur des projets d'être indépendant, que ce soit dans le milieu artistique ou n'importe quelle entreprise, en fait, j'essaye de réfléchir parce que c'est souvent, en fait, qu'on rencontre, moi, que je rencontre des étudiants ou des élèves de collège, d'école primaire aussi, j'interviens dans des écoles, sur la sensibilisation, voilà, de ce savoir-faire. Moi ce que je transmets c'est beaucoup la passion, l'envie de s'investir et de se révéler aussi autour d'un métier, tout en disant bien que ça demande une implication totale, qu'il y a des concessions à faire, que ça sera pas facile non plus parce qu'on n'est jamais dans la sécurité non plus. Mais c'est en travaillant, c'est le travail qui fait avancer, qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre en danger, d'innover, qu'il faut la niaque. Donc généralement quand j'ai des gens qui sont intéressés et qui viennent demander conseil, je suis jamais dans le trop en leur disant que c'est trop merveilleux, que c'est des métiers qui vont leur apporter le bonheur absolu. Ce qui n'est pas vrai, comme dans tout métier, même les métiers passion. Il faut prendre conscience qu'il faut travailler beaucoup et qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut être dans une rigueur aussi. Et puis, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, tant qu'on aime ce qu'on fait, on a toujours la motivation de s'investir. En tout cas, moi, ce que je leur dis, c'est que j'ai l'impression d'être vraiment vivante et que je me réalise, c'est ça. Donc c'est ce que j'essaye de véhiculer en donnant quand même une notion. En mettant un cadre, des garde-fous. Voilà, c'est ça. Combien d'heures vous travaillez par semaine? Je sais pas, j'ai l'impression de travailler tout le temps, surtout en ce moment. Il n'y a pas de vacances, pas de week-end. Après, je me préserve beaucoup. Alors, je travaille beaucoup en ce moment parce que je porte des projets importants et qu'il faut le faire bien et pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai très consciente qu'il faut se préserver aussi et se protéger. Donc, de savoir ménager son esprit, sa motivation, en faisant des pauses, en se mettant moins la pression, peut-être faire de la méditation aussi. C'est super
super important pour moi, justement pour mener à bien jusqu'au bout les choses. Si j'avais pas ces projets-là, je travaille du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche, je le réserve à ma famille, à mon compagnon. C'est important. Enfin, je pense que au début, quand j'ai commencé, comme tout le monde, je pense, on est à fond, on se ménage moins, on porte le projet en oubliant ce qu'il y a autour. Puis en vieillissant, on se rend compte que c'est pas forcément très productif non plus. Donc il faut savoir s'accorder du temps pour être plus efficace derrière aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la leçon que je retiens depuis que j'ai commencé à me lancer dans mon activité. C'est de savoir équilibrer son énergie pour mener à bien les projets. Et est-ce que dans l'équilibre de cette énergie, c'est ça qui vous permet d'être enthousiaste tous les matins et de pas trop avoir de coups down pour se dire bah non, j'y vais pas. J'ai pas envie d'ouvrir l'atelier, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, de créer. Oui, oui, de l'accepter. Quand je parle de méditation, par exemple, ça permet justement de relativiser. Alors, je dis pas qu'il y a des matins enfin, tous les matins, ça va en fait. Enfin, il y a des matins où c'est difficile, où j'ai pas envie non plus, où c'est trop stressant, trop de pression, fatigant. Mais l'idée, c'est que chaque jour, en fait, on avance et puis comment dire, il faut accepter ces moments-là aussi et c'est pas grave en fait. Cette journée, elle sera pas idéale, on n'aura pas avancé. Dans l'atelier, ça n'aura pas fonctionné. Il y a des pièces on aura passé une journée entière sur une pièce et au final, à la fin de la journée, elle aurait été loupée. Ça peut arriver. C'est d'accepter que ça peut pas toujours fonctionner. Donc il y a des matins où j'ai pas envie. À un moment donné, il faut dire tant pis. Il faut laisser passer et demain, ça ira mieux. Donc c'est une façon d'aller de l'avant, de faire votre remise en question et d'accepter l'échec pour que le lendemain vous puissiez rebondir sur quelque chose de nouveau. Oui, c'est un travail sur soi. Enfin, faut arriver à se le persuader. Il y a des jours c'est pas évident, mais oui, c'est la manière dont je gère moi mon évolution autour de mes activités, ouais. Parce que je suis de nature à aller de l'avant aussi, à être positive. Et je crois que l'entourage est très important aussi quand on choisit ces voies-là. Si autour de nous, on n'a pas de gens qui soutiennent, qui acceptent aussi ces choix de vie, ça peut être compliqué. Est-ce que justement, par rapport à votre entourage, on vous a dit d'abandonner ce métier, plutôt de retourner vers de la photographie? Ou alors on vous a dit, vous êtes une fille, n'allez pas sur ce domaine-là, c'est pas un métier pour la femme. Alors c'est marrant, dans mon parcours de vie, je n'ai jamais eu l'impression de ne pas pouvoir faire de choses parce que j'étais une fille. Mon éducation, alors on est 4 filles à la maison. Mon père a travaillé qu'avec des femmes. J'ai jamais eu l'impression quand j'étais petite que je pouvais pas faire ça parce que j'étais une fille. Et donc mon parcours, je crois que après plutôt dans les relations amicales ou les rencontres professionnelles, on peut être confronté à un certain machisme, mais j'ai jamais opté pour une position en me disant je suis une femme, pourquoi il a ce comportement. Non, moi je me laisse pas trop faire. Je me démontre que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire ça, ni dans les travaux, on peut très bien être indépendante sur plein de choses. Moi j'ai jamais puis même dans les rencontres masculines au niveau professionnel, j'ai jamais ressenti ce manque de respect en fait. Ou alors s'il y en a eu, j'ai su toujours le recadrer d'une manière très, très féminine aussi, parce qu'il faut accepter, les hommes et les femmes sont différents. Mais moi j'avance, je me laisse pas intimider non plus par ces
ces idées voilà, de machisme, en fait. Est-ce que vous avez déjà été, Lise, jalousée par des femmes dans votre métier? Je sais pas, ouais, je sais pas, oui, peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, en vieillissant, c'est pareil, et notamment quand on se lance dans des projets assez importants où on est quand même mis en avant et qu'on est confronté peut-être à des critiques ou à des choses comme ça, c'est de faire abstraction à tout ça, en fait. Moi, j'avance en fonction de mes envies. Je me prends des casseroles aussi. Voilà, il y a des... C'est pas simple tous les jours, mais en fait, j'ai pas envie de m'arrêter. En fait, pour avancer, j'ai pas envie de m'arrêter à ce que les autres pensent. Et des femmes jalouses, je pense. Enfin, je pense pas. Enfin, ou alors, je m'y arrête pas. Et puis voilà. En fait, moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis dans un processus d'avancement. J'avance. Les gens qui veulent bosser avec moi, ils montent dans le train, en fait. On y va, et dans le positif. Et je m'arrête pas à toutes ces questions-là, en fait. J'ai pas envie. Lise, je vous donne une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites? Une baguette magique, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, mon vœu serait que toutes les décisions partout, en fait, soient en accord et en respect des individus, des choix, voilà, que ceux qui... Comment dire qu'on fasse les choses consciencieusement pour tout le monde et qu'on le fasse dans le respect pour tous. Oui, on a envie de dire une baguette magique, que tout soit facile, qu'on soit heureux constamment, mais en fait, la vie serait pas drôle. En fait, s'il n'y avait pas de difficultés. Ouais. Mais sinon, personnellement, oui, gagner au loto et peinard au bord d'une piscine, ça serait bien. Est-ce que ça serait bien de gagner au loto, d'être au bord d'une piscine et de ne pas justement faire son art? Je pense que ça dure, on va dire, le premier mois. Après, je pense que quand on aime s'investir, c'est très compliqué de se dire qu'on n'a plus de projet derrière, qu'il n'y ait pas d'objectif. Je pense que je m'ennuierais beaucoup. Ou alors, si j'avais beaucoup d'argent, je deviendrais mécène, je pense. J'investirais dans des projets, de faire que cet argent soit utile aussi. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai pas gagné au loto, donc je sais pas vraiment ce qui va se passer. Mais dans mon idée, ouais, ça serait plutôt de partager sur des projets qui puissent aboutir à des choses intéressantes. Voilà. Dans l'art. Dans l'art, ouais, dans l'écologie aussi, hein, dans l'environnement. Je suis assez sensible aussi à ces questions-là et d'ailleurs, je le mets beaucoup en parallèle avec les savoir-faire, l'artisanat, de ces pratiques manuelles, ces connaissances aussi de l'humain, qui n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement. Moi, je suis très sensible à ces questions-là, même au niveau de l'agriculture, la paysannerie, voilà, ces métiers de la terre, de la main aussi, hein, L'intelligence de la main. C'est l'intelligence de la main. Je trouve qu'elle a vraiment une valeur qu'on ne valorise pas assez à l'école aussi. Au niveau des écoles, et encore aujourd'hui, ça évolue un peu, mais on est toujours dans ce raisonnement où les enfants doivent être dans le même moule, en fait. Et on ne prend pas en considération que tel enfant a le droit d'être, je sais pas moi, peintre ou plombier ou coiffeuse, esthéticienne, et que c'est pas grave, que c'est bien, en fait, ou boulanger, que c'est des beaux métiers. C'est des métiers qui ont du sens, on l'a vu avec la Covid, hein. C'était des métiers qui du coup avaient du sens. Qui a du sens parce que si on compte sur une société où tout est industrialisé, numérisé, où on fait plus travailler notre cerveau aussi, à un moment donné, ces métiers manuels font travailler le cerveau, peut-être aussi, de par comment on fait tel objet, tel élément, comment on fait pousser une carotte, et comprendre pourquoi elle pousse et pourquoi ça peut... Pour moi, c'est très important et c'est ce qui anime ma vie, en fait. Est-ce que tu peux te considérer comme quelqu'un de curieuse? Oui,
Oui, curieuse. Oui, des fois j'ai envie de... Mais même des fois j'ai envie de faire plein de métiers. Il y a plein de métiers qui m'intéresseraient. Et se dire, alors j'ai pas je l'avoue, j'ai pas les capacités mentales je retiens pas tout en fait, j'ai pas une bonne mémoire et ça m'agace parce que ouais, j'aimerais pouvoir me nourrir de plein de choses vraiment et des choses peut-être qui n'ont rien à voir avec la voie que j'ai choisie. Le côté scientifique aussi m'intéresse. Enfin, il y a plein... La vie, elle est passionnante parce qu'elle est faite de plein de choses et je trouve que c'est super intéressant. Enfin, en tout cas, de se nourrir et d'être ouvert à ça, ça permet d'avancer. Oui, je suis un peu... J'aime embrasser la vie, j'aime les gens, j'aime les choses. Ouais. Cet épisode s'achève. Mille merci à Alice pour ce récit passionnant. Vous voulez en savoir plus sur l'intelligence de la main ? N'hésitez pas à vous rendre à Limoges à la rencontre impertinente qui rassemble tous les acteurs de ce savoir-faire. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.